Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de ce journal. Le Kenya et les Seychelles signent 10 accords de coopération. Les domaines du tourisme, de l'agriculture et de la santé sont notamment concernés. Ces accords ont été conclus dans le cadre de la visite du président kenyan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Dans ce journal également, gros plan sur les dernières dispositions prises pour faire avancer la zone de libre-échange africaine, 1 an et demi après l'opérationnalisation de ce marché unique pour les biens et services fabriqués sur le continent. L'enjeu est de taille, il s'agit de doper le commerce intra-africain. Au Tchad, le système de santé est toujours à mi-régime en raison notamment d'investissements publics encore trop faibles. Résultat des inégalités persistantes dans l'accès aux soins, l'une des rares structures à être relativement bien équipée est le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena, mais dont les services sont très vite saturés. Reportage à suivre dans ce journal. Mais avant de développer ces titres, d'abord cette décision de la junte malienne qui a ordonné ce mercredi 20 juillet l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA, la mission de l'ONU dans le pays. Les autorités reprochent à Olivier Salgado d'avoir rapporté des informations jugées inacceptables par la junte au sujet de l'affaire des 49 militaires ivoiriens détenus depuis plus d'une semaine à Bamako et que le pouvoir malien qualifie de mercenaires. Le porte-parole de la MINUSMA aurait déclaré que les autorités maliennes avaient été informées de l'arrivée de ces militaires ivoiriens par vol civil. Le ministère malien des Affaires étrangères donne 72 heures au porte-parole de la mission de l'ONU pour quitter le territoire malien. L'ONU a réagi et par la voix de son porte-parole, Farhan Haq, l'organisation dénonce la décision de Bamako. Le bilan du conflit qui a secoué la semaine dernière l'état du Nil bleu au Soudan ne cesse de s'alourdir. Le conflit tribal dans le sud du Soudan a fait 105 morts et 291 blessés d'après le ministère de la Santé. Alors depuis quelques jours, un calme précaire serait revenu dans cet état frontalier de l'Éthiopie, mais les violences toucheraient désormais plusieurs autres états de ce pays. Fin de la visite du président kenyan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Le chef de l'État y était depuis dimanche pour une visite officielle de 3 jours. Un déplacement au cours duquel les deux pays ont signé 10 accords de coopération à la suite de pourparlers de haut niveau menés par le président kenyan et son homologue séchellois Wavel Ramkalawan. Paul-Marcel Mayagui, Joël Ballot. Un nouveau cap a été franchi dans les relations bilatérales entre les Seychelles et le Kenya. 10 accords ont été signés entre les autorités des deux pays lors de la première visite d'État du président kenyan Uhuru Kenyatta aux Seychelles. Selon les autorités séchelloises, ces accords portent sur la défense et la sécurité, l'entraide en matière pénale, l'économie, le tourisme, le secteur pastoral, la lutte contre la criminalité, les sports, la promotion de l'égalité de genre. Les Seychelles sont l'un des principaux champions de l'économie bleue. Nous avons à cet égard convenu de renforcer notre collaboration pour protéger et assurer une utilisation durable de nos ressources océaniques. L'un des principaux accords signés porte sur l'économie bleue. Ce dernier devrait permettre de renforcer les capacités et l'échange d'expertise dans les aspects de gouvernance de l'économie bleue, ainsi qu'à renforcer l'économie circulaire et la collaboration dans le secteur de l'aquaculture. Le Kenya et les Seychelles avaient une coopération bilatérale substantielle dans les domaines tels que l'éducation, la santé, le commerce, l'agriculture, l'aviation civile, ainsi que de solides liens entre les peuples avant même l'établissement des relations diplomatiques le 10 janvier 1990. Aujourd'hui, nous renforçons ces liens. Le Kenya et les Seychelles entretiennent des relations diplomatiques cordiales depuis leur indépendance. Plus de 800 ressortissants kenyans vivent et travaillent aux Seychelles, dont la plupart dans le secteur de l'éducation. Et la création d'un consulat honoraire du Kenya aux Seychelles devrait permettre de maximiser et de consolider davantage les liens existants entre les deux nations.
On en vient au 20e congrès de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique qui vient de refermer ses portes au Sénégal. La rencontre a démarré le 14 juillet dernier à Dakar. Près de 1000 participants étaient présents autour d'une thématique, la nécessité du service public et la performance des sociétés d'électricité. On fait le point sur le bilan de cette rencontre. Sénégal, pays hôte du 20e congrès de l'ASEA, a abrité ce grand rendez-vous africain de l'énergie du 17 au 19 juillet 2022. Il a accueilli près de 1000 participants autour du thème « Nécessité de services publics et la performance des sociétés d'électricité ». Le comité scientifique de l'ASEA a formulé 12 recommandations à l'endroit des sociétés d'électricité, dont la sensibilisation des décideurs et des gouvernants africains pour l'accélération et le développement des marchés d'électricité au niveau africain, la nécessité de mettre en place une politique énergétique africaine intégrant les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, de favoriser le partenariat public-privé afin de maximiser les investissements, de faire de la cybersécurité une priorité afin de garantir la sécurité de l'infrastructure électrique. Le comité encourage également l'ensemble des sociétés d'électricité à poursuivre leurs engagements dans la digitalisation des services. Philomène Tine, envoyée spéciale à Dakar. La zone de libre-échange continentale, un marché unique censé démultiplier les échanges entre pays africains. Aujourd'hui, les Africains commercent plus avec le reste du monde qu'entre eux. Il faut donc inverser la tendance et pour ce faire, les accords se multiplient. Le dernier en date a été signé lors de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine. Paul-Marcel Mayagui, Absan Bibou. Accélérer la relance économique post-Covid-19 et renforcer la résilience de l'économie africaine à travers la stratégie de la ZLECAf pour le secteur privé par le biais du plan de relance économique et de résilience de l'Afrique, tel est l'objectif du protocole d'accord signé entre le secrétaire de la zone de libre-échange continentale africaine et Equity Group en marge de la 41e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine qui s'est tenue le 17 juillet 2022 à Lusaka en Zambie. La signature d'aujourd'hui avec le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine est un moment important pour la reprise et la résilience du continent africain et pour la création de richesses pour notre peuple. Les opportunités de croissance que l'accord de la ZLECAf offre aux PME sont sans précédent, ce qui rend possible le commerce et la mise à l'échelle transfrontalière pour toutes les entreprises éligibles et intéressées. Selon les termes de l'accord, 5 millions de PME africaines auront la possibilité d'accéder au plan de relance économique et de résilience du secteur privé doté d'un fonds de 6 milliards de dollars afin d'étendre leurs opérations dans les secteurs de l'agriculture, des industries extractives, de la logistique, du commerce, de la santé et de l'environnement. Une situation qui devrait entraîner la création de 25 millions d'emplois sur le continent. There is absolutely no reason, in my view, why any of this. Nous avons une vision soutenue par la clairvoyance des leaders africains depuis quelques années, celle de faire de ce marché de plus de 1,3 milliard de personnes un seul et unique marché commun. Notre travail au secrétariat de la ZLECAf est d'œuvrer pour que cette vision devienne une réalité en abolissant les différentes barrières qui freinent le développement du commerce et des investissements intra-africains, ainsi que la fragmentation du marché africain que nous avons observé ces 70 dernières années. That vision of a single market becomes a reality. Active depuis janvier 2021, la zone de libre-échange continentale africaine couvre un marché de plus de 1,3 milliard de personnes et elle a pour objectif de stimuler le commerce intra-africain dans tous les secteurs de services de l'économie africaine. L'Afrique a beau être le terreau des matières premières, notamment agricoles, mais les circuits de transformation à même de valoriser le Made in Africa continuent de faire défaut. Cela pose directement la question de l'industrialisation. Un manque d'industrialisation du secteur qui freine le développement des productions. La problématique se pose notamment en Guinée-Bissau. Joël Ballot.
En Guinée-Bissau, l'agriculture contribue à 67% du PIB selon la Banque mondiale. Cependant, dominée par la production de noix de cajou et de riz, l'agriculture ne favorise pas toujours le développement social du pays. Aussi, le ministre bissau-guinéen de l'agriculture et du développement rural, Sandi Fati, préconise la mécanisation agricole qui va permettre d'accroître les superficies et les cultures cultivées. On a déjà des endroits qu'on appelle aménagement hydro-agricole, tantôt rizière et fruticulture et tout ça là, puisqu'on peut aller au-delà de production traditionnelle. Il faut mécaniser. L'activité économique bissau-guinéenne reste essentiellement tributaire d'une culture de rente autour de la noix de cajou qui génère 95% des exportations. Avec 75 à 80% de la population vivant en milieu rural, le ministère de l'Agriculture entend passer à l'agrobusiness en mettant à contribution les jeunes et les femmes. On doit changer la mentalité de nos gens, de produire et vendre surtout en nature, ça ne donnerait rien. On veut que la prochaine génération commence à penser de produire, mais de transformer et il peut vendre, il commence à faire l'agrobusiness comme d'autres pays qui sont déjà développés. Les indicateurs de pauvreté et de développement social de la Guinée-Bissau demeurent parmi les plus bas d'Afrique subsaharienne. En insistant sur l'agrobusiness comme facteur de développement social, le ministre Sandi Fati mise sur les bienfaits d'une agriculture durable et bien organisée, soulignant qu'elle pourrait diminuer la pauvreté et générer des milliers d'emplois d'ici à 2030. La problématique liée à l'accès aux soins de santé est l'un des maux dont souffre le Tchad. Des populations entières, surtout les plus défavorisées, ont accès à une gamme très limitée de services. Et l'une des rares structures à être relativement bien équipée est le centre hospitalier universitaire La Renaissance de N'Djamena, mais dont les services sont très rapidement saturés. Reportage entre correspondants Mahamat Ramadan. Créé au début pour prendre en charge les pathologies complexes et les interventions chirurgicales délicates au niveau national, le complexe hospitalier universitaire La Renaissance est devenu une structure sanitaire de référence. Grâce à son plateau technique moderne, constitué de technologies médico-chirurgicales de dernière génération, l'institution sanitaire arrive à gérer les urgences médicales complexes. Pour faire face à une demande de plus en plus croissante, l'hôpital fait fonctionner ses dispositifs sans interruption de service. Et certaines analyses également, on ne peut pas les avoir H24 dans les autres structures. Quand vous venez un vendredi soir, peut-être certains examens, vous attendez les lundis pour les en avoir. Ici, on a H24, un laboratoire qui fonctionne 24 heures sur 24. On a besoin d'un scanner à 1h du matin, on l'en a. On a besoin d'un avis de neurochirurgiens, à tout moment ils sont là. On a besoin d'un cardiologue, on a besoin même de gastro-entérologue. Aujourd'hui, c'est la seule structure au Tchad qui puisse faire à tout moment une fibroscopie d'urgence. En dépit de ces équipements modernes et du personnel qualifié, le CHU La Renaissance fait face à l'arrivée tardive des patients qui sont souvent référés au stade ultime de la complication de la maladie. Une situation qui fait que certains de ces patients sont tardivement pris en charge ou décèdent en dépit des déploiements de services compétents. La plupart des patients qu'on reçoit ici au niveau des urgences sont référés des cliniques privées. Et ces patients arrivent au stade ultime de complication de la maladie où il y en a qui décèdent à l'arrivée avant même qu'on les descende de la voiture ou de l'ambulance qui les achemine. Ou bien ceux qui décèdent immédiatement après leur descente au moment où les urgences sont en train de chercher à les réanimer. Mais ceux qui arrivent tôt, on a très peu de patients qui décèdent. Il faut que la population comprenne ça. Pour rappel, en tant qu'établissement public hospitalier des prestations de soins de dernier recours, de la formation et du perfectionnement du personnel médical au niveau national, le service des urgences du CHU La Renaissance est constamment sollicité par les autres structures de santé et les populations pour les cas extrêmes de complications. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.